Merci d'être venus si nombreux pour ce nouvel épisode. Et si ma tenue vous intrigue, vous allez vite comprendre qu'il s'agit de musique aujourd'hui. Je me retrouvais donc en ce début d'année 1925, âgé précisément de 25 ans, avec une petite fille de 6 ans et un bébé de 10 mois, sans mari, fiancé ou amant, mais entouré de ma famille agrandie et finalement pas si malheureuse que ça. Toutefois, en plus de m'occuper des enfants et de la gestion du château, j'avais envie de varier un peu mes activités. Et comme depuis des années, ma grand-mère me répétait sans cesse qu'avec ma belle voix, il était dommage que je ne chante pas, j'eus l'idée à la fois de reprendre des cours de chant avec elle, mais aussi de créer une chorale dans le village pour animer les nombreuses festivités annuelles. Tout le monde au château trouva l'idée excellente et bien entendu, Jeffrey et Attila furent emballés par le projet. Nous fabriquâmes donc de petites affichettes annonçant la création du Chœur des Lumières, pompeusement appelé ainsi car par une métaphore subtile, je pensais que nos chants éclaireraient ceux qui les entendraient. Tout ça était bien joli, mais avant de penser à un public en transe, il fallait d'abord trouver des participants pour cette chorale. Et il était donc précisé sur le petit prospectus que pour tous ceux qui seraient intéressés, le rendez-vous pour les auditions était fixé au dimanche suivant à la mairie du village, dans la salle des mariages. Toute la semaine qui précéda, je travaillais ma voix avec Épiphanie, et je pris un immense plaisir à la sentir évoluer et se renforcer, tandis que ma grand-mère redevenait pendant ses leçons la magnifique chanteuse et artiste qu'elle était, profondément enchantée de pouvoir enfin me transmettre son savoir. Le dimanche, après le déjeuner, fièrement encadrée de Jeffrey et d'Attila, j'entrai donc confiante dans la salle de la mairie, prête à emmener vers les sommets une foule de gosiers enthousiastes et talentueux. C'est pourquoi je fus extrêmement surprise et assez vexée, je le dois dire, de ne voir que 3 personnes perdues dans cette immense pièce, l'air intimidé et le regard fuyant qui ne laissaient pas deviner de futures stars des planches. Toutefois, nous sommes des combattantes dans la famille, et 3 participants étaient mieux que rien pour les débuts du grand chœur international des Lumières. Jeffrey se mit au piano, qui était légèrement désaccordé depuis le dernier mariage, et j'entrepris de demander aux candidats de nous chanter un morceau afin que nous puissions les classer par catégorie de voix. Nous avions devant nous le pharmacien de village, M. Léonard, que je n'aurais jamais imaginé voulant chanter tant il était austère et sec comme les gants de crin qu'il vendait. Venait ensuite mademoiselle Cauchois, la boulangère, dont la poitrine était aussi avenante que ses délicieuses miches de pain et aussi mise en valeur dans son corsage que ces dernières dans sa vitrine. Et enfin, regardant partout l'air affolé, se tenait Charité, la dernière des 7 filles de Madame Goulu, laquelle, ayant souffert toute sa vie du nom de famille imposé par son mari, avait décidé de donner à chacune de ses filles le nom d'une vertu pour contrebalancer le manque de sérieux de son patronyme. Les sœurs de Charité se prénommaient donc dans l'ordre patience, probité, tempérance, prudence, persévérance et sagesse. Les pauvres petites étaient bien parties dans la vie, affublées de ces noms qui devaient leur peser sur les épaules comme les tables de la loi. Je remercie d'abord nos candidats d'être venus, puis je demandai à M. Léonard de bien vouloir monter sur l'estrade pour nous chanter quelque chose. Il prit son air le plus avenant, j'imagine, c'est-à-dire celui qui le faisait ressembler à une hyène dépressive, puis il murmura quelque chose à l'oreille de Jeffrey qui sursauta légèrement avant d'entamer un « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères », chanté d'une manière si lugubre par le pharmacien que je fus gagné soudain par une déprime profonde, me disant que le cœur des Lumières ressemblait plutôt au cœur des ténèbres. Fort heureusement. La suivante à monter sur l'estrade fut notre appétissante boulangère, qui chanta l'Ave Maria de Gounod avec une jolie voix, aussi ronde et fruitée qu'elle, et qui aurait fait se damner n'importe quel paroissien, même le plus bigot. Cette jeune femme étonnante, qui devait avoir une trentaine d'années, avait décidé de rester célibataire, et l'on ne pouvait décemment pas employer le mot de vieille fille en la voyant. En effet, à une époque où, passé l'âge de 25 ans, le statut de femme seule vous faisait instantanément basculer vers celui de pauvre fille qui n'a pas eu la chance d'attraper un mari, Mademoiselle Cauchois était un parfait contre-exemple. Elle ne cachait pas son goût pour les plaisirs de la chair et n'y voyait là rien de répréhensible. Je la rejoignais hélas sur ce point, mais ne nous étendons pas. Elle avait toutefois des valeurs et refusait de toucher aux hommes mariés, aux grandes dames de la plupart d'entre eux, qui avaient tous acheté des tonnes d'éclairs au chocolat et autres brioches leur valant de bonnes indigestions avant de comprendre que c'était peine perdue. Elle disait que son commerce et les plaisirs de la vie lui suffisaient pour l'instant et qu'elle verrait bien dans quelques années si elle ferait une fin en se mariant, ou pas. Son chant et sa personnalité furent une bouffée de fraîcheur qui me redonna courage. Attila lui-même sembla sortir de sa réserve habituelle. Ce célibataire endurci avait courtisé quelques années auparavant une jeune couturière roumaine, elle aussi, qui était venue s'installer au village. Malheureusement, elle avait eu le mal du pays au bout de 6 mois et était repartie, laissant un Attila déboussolé et jurant qu'on ne l'y reprendrait plus. Cependant, en voyant son regard s'attarder sur le coffre de la boulangère, je me dis que décidément, il ne fallait jamais dire fontaine. Restait donc à passer la dernière candidate,
la petite Charité Goulu, ça ne s'invente pas, dont les jambes tremblaient en montant les marches de l'estrade et qui semblait prête à s'évanouir. Jeffrey, adorable comme à l'accoutumée, l'encourageait et je fis de mon mieux pour lui expliquer qu'il n'y avait pas d'enjeu à cette audition et que c'était simplement pour découvrir sa voix. Elle commença alors d'une voix minuscule à chanter Le temps des cerises, que nous reprîmes tous avec elle pour lui donner du courage. La jeune fille se détendit et elle termina le dernier refrain toute seule, avec une voix qui dégageait tant d'émotion qu'elle nous tira les larmes. En résumé, nous avions donc, en plus de Jeffrey, Attila et moi-même pour former cette chorale, un croque-mort en la personne du pharmacien, une belle voix charnue et un physique d'un érotisme légèrement déplacé pour notre boulangère, et enfin une voix de cristal appartenant à une jeune fille qui semblait elle aussi pouvoir se briser au moindre choc. C'était hélas un peu juste pour faire la grande chorale que je m'étais imaginée, et je m'apprêtais à dire aux 3 candidats que le projet serait remis à une autre fois, car nous étions vraiment trop peu nombreux. Lorsque soudain, nous entendîmes du bruit derrière la porte de la salle. Et Attila, en allant l'ouvrir, se trouva propulsé sur le sol par un groupe d'une quinzaine de personnes qui visiblement avaient écouté les auditions sans se montrer et qui à présent envahissaient la salle des mariages d'un air un peu gêné, demandant s'il était encore possible de passer l'examen pour chanter. Jeffrey, tout sourire, se rassit au piano et nous reprîmes ravis la suite des auditions qui nous apporta le meilleur et le pire. Nous écoutâmes en effet dans l'ordre suivant. La dernière sœur de Claudine, prénommée Nicolette, qui avait la même voix de baryton que sa grande sœur. Le nouvel instituteur, M. Verneuil, qui avait un très joli timbre de ténor et la prétention qui allait avec. Les 6 sœurs de Charité qui, heureuse surprise, formaient à elles seules un des plus jolis chœurs de jeunes filles que j'ai entendus. Un des frères de Jeannot, mon ancien tortionnaire d'enfance, qui arriva avec sa femme. Il s'appelait Rémy et avait repris la boucherie de son père. Il monta d'ailleurs sur l'estrade avec un tablier couvert de sang car il venait de préparer des abats pour la semaine. Quant à sa douce moitié, Catherine, elle était aussi effacée qu'il était tonitruant, et elle semblait le suivre à contre-cœur en jetant des regards de martyr autour d'elle. Venaient ensuite les sœurs d'Albec, Sidonie et Clémentine, 2 vieilles filles aigries qui passaient leur temps à faire des messes basses entre elles, en ricanant bêtement et en pointant du doigt la victime de leur colibé, comme si elles avaient 8 ans alors qu'elles en avaient presque 70. Arrivèrent aussi en courant 2 jeunes élèves pilotes de l'école créée par mon grand-père, prénommés Michel et Guy, et qui déclenchèrent une onde frissonnante du côté de Charité de ses sœurs vertueuses, dont les prénoms semblaient d'un coup bien mal attribués. Enfin, nous vîmes entrer dans la salle le brigadier Dubois, qui faisait office de gendarme au village, et après avoir craint l'annonce d'un accident, d'un vol ou d'un crime, nous fûmes tous soulagés d'apprendre qu'il venait s'adonner à son péché mignon, à savoir la musique. Une fois que tout ce joli monde eut poussé la chansonnette, Jeffrey, Attila et moi nous regardâmes d'un air satisfait. Car, aussi hétéroclite que soit ce rassemblement d'individus, nous avions de quoi faire une chorale d'une 20aine de personnes avec un beau potentiel. Il fut donc décidé que notre premier concert aurait lieu pour la fête de la Saint-Jean au mois de juin suivant. Nous étions mi-janvier et nous avions un peu moins de 5 mois pour préparer un spectacle digne de ce nom, car je devais aller à Venise pour 2 semaines au mois de février. Il fallait donc nous y mettre tout de suite. Mais ça n'était pas le tout de décider de se produire sur une scène. Encore fallait-il trouver ceux que nous présenterions. Les idées commencèrent à fuser de tous les côtés. Certains, comme les 2 vieilles filles et le pharmacien, étaient pour la musique religieuse, proposant une passion selon saint Matthieu ou un requiem de Mozart. D'autres, comme la boulangère ou les 2 apprentis aviateurs, voulaient faire de la musique légère, incitant à danser. L'instituteur Jeffrey et Attila, avec leur belle voix lyrique, étaient attirés par l'opéra. Nous eûmes également une proposition de musique militaire par le boucher aux mains sanglantes et le brigadier Dubois, de chansons de mistinguettes par la sœur de Claudine ou de mélodies françaises par les vertueuses sœurs Goulu. Bref, tous les genres furent évoqués et les débats commencèrent à prendre l'allure d'un pugilat au bout d'un moment, tant chaque participant s'arc-boutait sur son choix. Je n'arrivais pas à faire entendre ma voix et fort heureusement, le brigadier Dubois me prêta son sifflet dont le son strident calma immédiatement les combattants. Je pris la parole dans un silence enfin retrouvé, et je leur dis qu'en les écoutant les uns et les autres, m'était venue l'idée d'un spectacle qui mêlerait tous ces genres musicaux au sein d'une histoire amusante dans laquelle chacun d'entre eux tiendrait un rôle. Après un petit moment de réflexion, les réactions ne tardèrent pas. Les jeunes et les exubérants sautèrent de joie à l'idée, et les vieux et les rabat-joie bougonnèrent que ce n'était pas digne d'une chorale comme il faut. Je décidai donc de mettre la proposition au vote, et par chance, le oui l'emporta largement sur le non. J'avais donc une semaine jusqu'à la prochaine répétition pour écrire une histoire et des dialogues qu'Épiphanie, avec son expérience du théâtre, mettrait en scène comme lorsque Claudine et moi faisions nos spectacles en étant enfants. Le pari était risqué, mais ce défi me donna une énergie et un enthousiasme que mes déboires sentimentaux des dernières semaines avaient un peu émoussé. Et je me jetai donc à corps perdu dans l'écriture d'une pièce de haute volée que j'avais décidé d'appeler « Qui a volé Kiki ?»
le dénommé Kiki étant le chien d'une diva capricieuse en séjour dans un hôtel au bord de mer. La dame, au gosier agile, concevait un tel amour pour sa petite bête qu'elle l'avait parée d'un collier de diamants d'une valeur exceptionnelle, qui n'avait bien sûr pas manqué d'attiser la convoitise d'un voleur. À partir de cette trame très simple, mon récit mettait en scène tous les personnages les plus extravagants que l'on puisse rencontrer dans un hôtel. Et je dois dire qu'entre les rencontres faites au cours de mes voyages et les excentriques qui étaient venus au château du temps de mon grand-père, je n'eus guère à faire beaucoup d'efforts d'imagination. C'est ainsi qu'en une semaine était sortie de mon cerveau en ébullition une histoire rocambolesque qui permettrait à chacun des membres de notre chorale de camper un personnage haut en couleur. Ma grand-mère m'aida à trouver les différentes musiques qui ponctueraient le récit théâtral à intervalles réguliers, et le dimanche suivant, nous nous retrouvâmes tous dans la salle de bal du château pour l'attribution des rôles et la première répétition du Chœur des Lumières. Ma grand-mère disait toujours qu'on découvrait rapidement la nature profonde de quelqu'un en lui faisant faire du théâtre. Eh bien, elle avait parfaitement raison, et vérification fut faite sur le champ. En effet, il y avait ceux qui ne voulaient pas jouer le rôle d'un valet, pas assez prestigieux. Celles qui voulaient être une jeune ingénue, même lorsqu'elles avaient largement dépassé l'âge d'être grand-mère. Ceux qui ne voulaient aucune réplique ensemble, car ils avaient un différend au village et ne voulaient pas s'adresser la parole. Celles qui, au contraire, voulaient une scène d'amour torride, avec l'un des hommes, de préférence l'un des jeunes pilotes. Celui qui faisait son timide et souhaitait ne pas avoir de réplique, mais qui, au bout d'une heure, râlait car son rôle n'était pas intéressant. Celle qui exigeait un costume mettant en valeur ses jambes, qu'elle trouvait fort belles, ou celui qui voulait chanter plusieurs airs en solo pour briller devant sa femme. Celle qui se mettait à pleurer dès qu'elle chantait, car cela lui procurait trop d'émotion. Ou celui qui se plantait devant tout le monde tout du long et s'arrangeait pour cacher le personnage qui devait interpréter son solo. Bref, une galerie de portraits qu'on aurait pu croire caricaturaux si hélas ils n'avaient pas été vrais. Heureusement, d'autres étaient plus humbles et adorables, souvent les plus talentueux d'ailleurs, et semblaient parfaitement heureux d'être là, quel que soit le rôle qu'on leur donnait. Une fois la distribution faite et acceptée, je levai ma baguette et nous entonnâmes le chant d'ouverture du spectacle qui était l'hymne à la joie de Beethoven, dont j'avais écrit les paroles en phonétique sur un tableau pour ceux qui ne parlaient pas l'allemand. Ma mère et Jeffrey jouaient sur 2 pianos et toute la maisonnée était réunie pour assister à ce moment magique de création. Hélas, comme je vous l'avais déjà dit, au château, nous avions 8 chiens de toute race que nous aimions passionnément et qui avaient donc le droit de nous suivre partout. Et lorsque les premières mesures du fameux hymne à la joie, chanté par un chœur amateur, fraîchement constitué et encore assez malhabile, commencèrent à résonner, nos chiens se mirent à hurler à la mort en même temps et hélas pas dans la même tonalité que nous. S'ensuivit une cacophonie innommable qui pour la première fois de sa vie fit aussi hurler bébé Rocky à la mort. Heureusement que Beethoven était sourd et mort, car même du fond de sa tombe, ce fiasco général devait l'achever. Oui, Archie, oui, je vous apporte vos boules caisses, et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.